Soit pour augmenter, soit pour diminuer le médicament. Et l'évaluation de la douleur va nous permettre de la transmission de l'information entre l'équipe soignante. Si vous m'adressez un patient en me disant il a une EBA à 8, je sais tout de suite de quoi il s'agit. Donc, à la première consultation, évidemment, il faut toujours faire une évaluation de la maladie en cause. Ce n'est pas la peine de donner des antalgiques et laisser évoluer une pathologie qui peut être grave. Donc, premièrement, évaluer la maladie. Ensuite, on s'intéressera à la douleur, à l'histoire de la douleur, la durée de la douleur, est-ce qu'elle est aiguë ou chronique, sa topographie, l'intensité, les mécanismes physiopathologiques, les aspects sensoriels et affectifs, est-ce qu'il y a en anxiété, dépression, et enfin, on va rechercher les comorbidités, est-ce qu'il fait des troubles du sommeil. Alors, pour ce qui est des mécanismes physiopathologiques, dans cette diapositive, vous avez les différents types de douleurs. À gauche, vous avez la douleur physiologique. Il y a une simulation simple, douloureuse. Le patient va signaler une douleur et qui va rentrer spontanément dans l'ordre. À côté, vous avez la douleur nociceptive. C'est ça, finalement, en général, les douleurs aiguës, elles sont dans la majorité des cas des douleurs nociceptives. Dans ce cas-là, il s'agit d'une stimulation exagérée. Ce sont des douleurs par excès de stimulation nociceptive et il n'y a pas de lésion nerveuse. À côté, vous avez des douleurs neuropathiques. Dans ces cas, on n'a pas besoin d'avoir une stimulation douloureuse, c'est simplement un nerf qui est atteint. D'accord? À côté, à droite, tout à fait à droite, il y a une nouvelle catégorie de douleurs, ce sont les douleurs dysfonctionnelles, ce sont des douleurs chroniques. Surtout la fibromyalgie, l'intestin irritable, etc. Alors, pour ce qui est de la douleur par excès de nociception, dès qu'il y a une lésion nerveuse, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une stimulation nociceptive, quelle qu'elle soit. Elle peut être mécanique, thermique, chimique, etc. Et cette stimulation, il va y avoir une libération de substances algogènes qui vont être à l'origine de la naissance en périphérie du message douloureux. Ce message douloureux, il va être transmis vers les structures centrales. À ce niveau-là, le message douloureux, il va intéresser tout le cortex cérébral, il va aller vers le cortex somesthésique, et ce qui va nous expliquer l'intensité de la douleur, le siège de la douleur. On a vu tout à l'heure, on en a discuté, grâce au cortex somesthésique qui va nous dire j'ai une douleur au niveau... D'abord, c'est une douleur, parce que quand le message arrive au cerveau va se dire ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ne parlez pas des sadomasochistes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi la douleur nous rend entraîner un plaisir. Ils n'ont pas... C'est pas désagréable chez eux. Bon, la réponse, je ne l'ai pas. Peut-être que le professeur Greiner, c'est là. En tout cas, le cerveau va interpréter ce message. Ah, c'est une douleur, c'est désagréable, elle est intense ou pas intense, grâce au cortex somesthésique. Et elle se situe au niveau du pied, par exemple. Il y a d'autres zones qui sont impliquées. C'est le cortex limbique, le préfrontal, qui va nous rajouter la composante émotionnelle. Il s'agit d'un plaisir ou d'une douleur, etc. Ça va expliquer également l'anxiété, la dépression, etc. On voit bien que tout le cerveau est impliqué dans cette stimulation douloureuse. Ensuite, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de moduler cette douleur. Il va essayer de lutter contre la douleur. On l'a vu tout à l'heure, par deux méthodes. Soit par un contrôle supraspinal, où le cerveau, les structures nerveuses vont sécréter des endorphines, des encéphalines, de la sérotonine et de la noradrénaline pour essayer de calmer cette douleur.
On va avoir un contrôle spinal, c'est le fameux contrôle de la douleur, par mise en jeu des fibres de gros calibre. Voilà, la douleur nociceptive, on va la reconnaître parce qu'elle a un rythme mécanique, elle est déclenchée par le mouvement, elle est inflammatoire, elle provoque des réveils nocturnes. Sa topographie n'est pas systématisée parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de zone nerveuse. Elle est localisée au niveau là où il y a la lésion, c'est beaucoup plus facile à prendre en charge. Habituellement, elle est limitée dans le temps et elle répond très bien aux antalgiques classiques. Voilà. Et elle rentre dans l'ordre dès qu'il y a guérison de la lésion causale. Alors, pour ce qui est de la douleur neuropathique, dans ce cas-là, sur le plan physiopathologique, quand il y a une lésion nerveuse, on va avoir des mécanismes périphériques, c'est-à-dire au niveau du système nerveux périphérique, on va avoir une apparition de décharge électrique, c'est comme un courant électrique, des éphases, un court-circuit au niveau des nerfs, avec une sensibilisation des nocicepteurs. Si ce n'est pas pris en charge à temps, ces mécanismes périphériques vont devenir centraux, avec une altération du système de modulation, une sensibilisation centrale et des phénomènes de plasticité neuronale. Alors, on peut les reconnaître, elles surviennent après l'intervalle libre, normalement, du phénomène lésionnel. Elles ont une topographie neurologique systématisée. Si vous prenez le zona, par exemple, c'est un très bon exemple, ça va suivre la lésion nerveuse. C'est comme ça qu'on a des lésions métamétriques, intercostales. Sur le plan sémiologique, c'est stéréotypé. Vous avez des douleurs, des symptômes positifs, c'est-à-dire des brûlures, il y a tout un descriptif de douleur neuropathique qui s'accompagne de dysesthésie, de paresthésie, avec un symptôme négatif parce qu'il y a une lésion nerveuse. Évidemment, il va y avoir soit une hypoesthésie, soit une hyperesthésie, soit un déficit moteur, puisqu'il y a un nerf qui est touché. Et ce sont des douleurs qui ne sont pas soulagées par les antalgiques classiques. Alors, lors de l'évaluation initiale, donc vous devez observer le patient, son environnement, l'expression de son visage et son langage. Il peut avoir un langage qui est envahi par la douleur et il peut avoir une position antalgique, des attitudes de défense, un problème au niveau de sa mobilité, et il faut toujours évaluer le comportement de l'entourage. Il faut toujours voir le patient, mais quand même, il faut voir le comportement de l'entourage parce qu'il peut faire, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, il peut faire du chantage affectif à son entourage. Terminer par un examen physique complet, en particulier neurologique, systématique, surtout pour rechercher les lésions nerveuses et pour essayer de savoir s'il s'agit d'une douleur nociceptive ou neuropathique. À la fin de... voilà, donc quand on évalue une douleur aiguë, ça résume bien la situation, il faut rechercher le siège, les circonstances dans lesquelles la douleur est apparue, soit après une infection, soit après une intervention, etc. Les caractéristiques de la douleur, est-ce qu'elle est mécanique, inflammatoire ou bien continue, son intensité, les symptômes connexes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nausées, une tachycardie, une augmentation de la pression cardiaque, et rechercher les comorbidités. Ensuite, il faut évaluer le traitement actuel que le patient prend et ainsi que le traitement antérieur. Il faut évaluer la dose, ce n'est pas parce qu'il a pris du paracétamol qu'il a forcément bien pris. Il faut évaluer la dose, les intervalles, la fréquence d'administration, etc. Les effets secondaires, il faut toujours les évaluer. Rechercher des antécédents médicaux, surtout les affections douloureuses, les affections médicales antérieures. Il faut rechercher les facteurs influençant le traitement symptomatique. Toujours localiser la douleur, c'est très important. À la première consultation, travailler avec les schémas corporels pour essayer de situer la douleur, la zone, son importance. Ça vous permettra dans le suivi du patient pour voir si vous avez bien ciblé cette douleur ou pas. Alors, pour les outils d'évaluation, on peut donc utiliser des échelles unidimensionnelles, on les a vues tout à l'heure, qui sont quantitatives et permettent d'évaluer une seule chose, c'est le score de douleur. Vous avez 4 échelles qui sont validées à l'échelle internationale
l'échelle verbale simple, l'échelle numérique, le VA, l'échelle analogique et l'échelle des visages. Normalement, vous devez les présenter aux patients toutes les quatre et vous devez choisir celle qui contrôle, non, que le patient comprend le mieux. Voilà. C'est à lui de chercher l'échelle qui lui convient. Ensuite, si le patient n'est pas communicant, dans ces cas-là, chez les enfants et les sujets âgés, vous avez des échelles spécifiques en fonction de l'âge. C'est les sujets âgés et les non communicants, vous avez l'Algo Plus. L'Algo Plus, voilà comment il se présente. Vous avez 5 items. 5 items, à chaque fois que le patient répond oui, vous avez un point. Et vous traitez à partir de 2 points. Dès qu'il y en a 2 points sur 5, vous êtes en droit de mettre un traitement en 4G. Pour ce qui est de la douleur neuropathique, vous connaissez, je pense, le DN4. Si vous avez 4 points sur 10, il y a une suspicion d'être devant une douleur neuropathique. Ce n'est pas un diagnostic à 100%. D'accord ? Vous avez 90% de chances d'être devant une douleur neuropathique. Pour la thérapeutique, pourquoi faut-il traiter une douleur chronique ? Aiguë. Aiguë. Alors, si la douleur aiguë n'est pas correctement traitée, qu'est-ce qui va se passer? Elle peut causer une souffrance grave, inutile. On n'a pas besoin. Avant, on disait, aux urgences par exemple, il faut respecter la douleur. Si j'ai une appendicite, je ne dois pas traiter, je ne dois pas décapiter. Ça, c'est complètement dépassé. C'est une souffrance inutile. Vous traitez la douleur et vous continuez les investigations pour poser le diagnostic de cette appendicite. D'accord? La douleur n'est pas un moyen de diagnostic. Au contraire, elle aggrave la situation. C'est une souffrance inutile. Elle diminue la qualité de vie, elle perd de productivité, elle entraîne des problèmes financiers parce que le patient va être en arrêt de travail, etc. Et elle peut être cause de morbidité et même de mortalité. Enfin, elle peut devenir chronique. Et si elle devient chronique, c'est qu'on a raté le coche, on est dans un autre registre, et là, on ne peut plus revenir en arrière. On a vu tout à l'heure que très vite, il y a une empreinte au niveau du système nerveux central. Alors, les caractéristiques idéales du traitement analgésique de la douleur aiguë. Comment on va choisir le traitement? Tout d'abord, un traitement qui agit très vite. Un délai d'action rapide, avec un effet prolongé pour une efficacité efficace. Tout ça, évidemment, avec un minimum d'effets secondaires. Si vous allez assommer votre malade, ça ne sert à rien. Il faut qu'il ait une bonne qualité de vie, le minimum d'effets secondaires. S'il s'en sort avec des vomissements, c'est qu'on a raté le coche. Alors, pour le traitement de la douleur aiguë, l'OMS a proposé donc un schéma thérapeutique en 3 paliers. Ce sont les antalgiques de l'OMS qui sont maintenant dépassés. À l'époque, on donnait ces médicaments en fonction de l'intensité de la douleur. Actuellement, cette classification ne sert que dans un but pédagogique. Quand on fait de l'enseignement, c'est très facile. On explique aux patients palier 1, palier 2, palier 3. Aujourd'hui, c'est une classification qui est dépassée. Et le traitement de la douleur aiguë, il se fait en fonction des mécanismes de la douleur en cause. Parce qu'on a dit que dans la majorité des cas, c'est une douleur nociceptive, mais il peut s'agir également d'une douleur neuropathique. Et si on respecte les paliers de l'OMS, il n'y a pas de place pour la douleur neuropathique. Donc, on doit travailler donc, en fonction des mécanismes de la douleur qui est sous-jacente et on met en avant l'analgésie multimodale. Alors, cette analgésie multimodale, c'est un concept qui a été proposé par un chirurgien, ça leur arrive, de traiter la douleur. Et donc, ils ont proposé, ils sont super intelligents, les chirurgiens, il faut reconnaître, ils ont proposé un concept très intéressant. Ils vont donner de la morphine, mais ils vont donner d'autres classes thérapeutiques pour essayer, en diminuant les doses, en diminuant les effets secondaires, on aura une meilleure analgésie. Donc, on met en balance les effets analgésiques et les effets secondaires. Donc, il a proposé Kellen de donner des opioïdes en les potentialisant soit avec le paracétamol, des AINS,
les antiépileptiques, les antidépresseurs, la kétamine. Il a proposé tout un tas de thérapeutiques. Donc, et pour nous, pour ce qui est de la douleur aiguë, il y a des recommandations qui proposent un algorithme selon la gravité de la douleur. Alors, si vous avez une douleur aiguë, s'il y a une blessure sportive, un traumatisme, une inflammation, une blessure musculo-squelettique, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va donner un topique, un INS sous forme de topique, auquel on rajoutera par voie orale du paracétamol ou un anti-inflammatoire, ça peut être soit un coxib ou un INS non spécifique en fonction de la tolérance du patient. Si la douleur elle est aiguë, légère ou modérée, dans ces cas-là, première étape, on va donner du paracétamol moins de 4 grammes par jour. Il faut donner au minimum 4 heures, un délai de 4 heures entre deux prescriptions d'un gramme. Vous savez que le paracétamol, c'est l'antalgique qui a le moins d'effets secondaires, mais il y a un risque d'hépatotoxicité qui peut être très grave. Et donc avant on disait plus de 4, on a baissé 9 grammes, 4 grammes, maintenant nous sommes à 3 grammes. Il faut donner moins de 4 grammes, c'est-à-dire 3 grammes, avec des intervalles au minimum de 4 heures entre deux prises d'1 gramme. Si ça ne marche pas, si c'est insuffisant, on passera au coxib ou aux INS et le choix se fera en fonction du profil du patient. S'il a des problèmes gastriques, évidemment, il faut aller vers les coxib. S'il a un problème cardiaque, il vaut mieux aller vers les INS. Si ça ne marche pas, en troisième étape, là, il faudra associer un médicament du palier 2, soit donner du paracétamol avec de la codéine, du paracétamol avec du tramadol ou bien encore du tramadol. Si la douleur elle est intense, ce n'est pas la peine de faire perdre du temps au patient, il faut aller directement vers les morphiniques et orienter le patient en clinique de douleur dans les centres, dans les structures de prise en charge de la douleur ou bien en spécialité. Pour finir, le traitement de la douleur, il n'est pas seulement pharmacologique, mais il est également, on peut faire une approche biopsychosociale en proposant aux patients l'hygiène du sommeil, la physiothérapie, les thérapies complémentaires, la prise en charge interventionnelle de la douleur, etc. Et n'oubliez pas la gestion du stress. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que la douleur aiguë est extrêmement fréquente, c'est le premier motif de consultation en soins primaires. Le plus fréquemment, il s'agit d'une douleur musculo-squelettique, mais faites attention, on peut être devant une douleur viscérale qui peut annoncer une pathologie grave, sous-jacente grave, avec un risque vital, comme par exemple un infarctus, une occlusion, etc. C'est pour cela qu'il faut demeurer en tout temps à l'affût des signes cliniques qui évoquent la possibilité d'une affection grave. Et lorsque cela est possible, il faut toujours traiter la cause. D'accord? Il faut considérer, la douleur doit être recherchée systématiquement, au même titre qu'une autre constante vitale. On a dit que c'était le 5e signe vital. Et enfin, la prise en charge de la douleur, elle doit être individuelle et personnalisée, et surtout, elle doit être globale. Voilà, je vous remercie pour votre